Mais les obus avaient aussi bouleversé l'ensemble des couches géologiques. Oui, et totalement transformé. totalement transformé le milieu. Et quand on parle, les soldats parlaient de la boue de Verdun, et nous sommes ici sur ces espaces hauts, alors que vous avez sur votre droite l'ossuaire qui se marque sur l'horizon. Nous sommes ici sur des espaces hauts, marqués par des sols très argileux et une boue qu'ont eu à vivre et dans lesquelles se sont battus dans des conditions assez effroyables pendant cette année 1916, les soldats. Le champ de bataille de Verdun, c'est 250 km². Paris, c'est 105 km². Donc c'est le double de la surface de la ville de Paris, 300 000 morts et au total 700 000 morts et blessés. Et dès que nous quittons l'espace transformé en mémoire qui est ici, eh bien, nous voyons les traces de ce bouleversement quasiment intact sous la forêt qui s'est reconstruite ou que l'homme a reconstruit. Nous quittons et nous entrons dans un de ces villages dont M. Jean-Pierre Laparaille-Maire, un de ces villages qui existaient avant 14 et qui ont été détruits. Et en particulier celui-là parce qu'il était sur une voie majeure. Il occupait un espace sur une crête entre des versants qui descendent vers la Meuse, d'autres qui descendent vers la Wavre, que vous avez dominé ce matin tout à fait. aux Éparges, et donc un lieu particulièrement convoité. Je crois que les jeunes filles vont nous accompagner, mais en parlant en même temps avec vous. Voilà. Voilà. Très bien. Le lien avec la visite aux Éparges de Soissons. Donc ce matin, on a assisté à la cérémonie aux Éparges, un site symbolique de la Première Guerre mondiale, connu aussi grâce à l'œuvre de Maurice Genevoix, Ceux de 14. Maurice Genevoix, normalien, a été mobilisé en 1914 comme sous-lieutenant dans le régiment, dans le 106e régiment de l'infanterie. On connaît surtout son rôle majeur pour les crêtes des Éparges en 1915. Donc, il a aussi participé au début du conflit de la bataille de la Marne, ainsi que la bataille de Verdun. Ça l'a amené à traverser le village de Fleury où nous nous trouvons actuellement. Maurice Genevoix a œuvré toute sa vie pour ne pas qu'on oublie les sacrifices des soldats. Ses écrits sont en grande partie des témoignages, mais apportent également des reconnaissances aux poilus. Sa ténacité a permis la construction du mémorial de Verdun dont il est le président fondateur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions C'est vrai que c'est lui qui a initié ce travail de mémoire à Verdun, ce qui était très important. Vous avez lu un peu Ceux de Maurice 14, Genevoix oui. Ceux de Un 14. petit peu. Et c'est vrai que sur ces terres où on a beaucoup d'écrivains qui sont tombés. J'ai découvert que Louis Pergaud est décédé pas loin. Oui, Pergaud est sur la Wavre. Sur la Wavre. C'est le combat de la Wavre. Alain Fournier, vous avez lu Le Grand Môle. Il est décédé la première année. Un super roman, vous devriez le lire. Super livre. Alain Fournier devait être jeune lieutenant aussi. Lieutenant, 1914. Et il est tombé aussi dès les premières semaines. Saint-Rémy-la-Calonne. À quelques kilomètres d'ici. Il y a eu toute une génération qui est venue, qui est tombée sur ce... Et quand on fait la comparaison, On a aussi Erchinger. qui a été un des derniers combattants, et qui était en face. exactement de l'autre côté, et De qui a l'autre été, sur côté. ce- Et qui a qui été venait- aux Éparges. Oui, juste en face de Maurice Genevoix. Ouais. Ce qui est assez étonnant quelquefois quand on sait la proximité de ces gens, ils auraient pu se rencontrer. Il s'est battu en face. Ouais. Et Complètement. il y est en 1915. Oui, aussi, Ouais. oui. Alors, Ernst Junger a aussi s'est engagé à Verdun dans la Légion étrangère, avant la guerre, avant de repartir ensuite. Vous entendrez parler d'Ernst Junger à Péronne, Oui, puisqu'il était à l'inauguration. Il est arrivé, il était centenaire, il est arrivé. C'était la figure de proue de l'inauguration de l'historial de Péronne. Et oui, c'est les jeunes générations, les générations des jeunes qui avaient fait les préparations aux écoles normales supérieures, les jeunes de Dulme Toutes ces qui générations. sont partis, qui étaient sous-lieutenants, puis qui sont passés lieutenants, et qui, dans les premières années de guerre, pour Qui étaient beaucoup beaucoup dans l'infanterie. ont été sacrifiés, qui étaient beaucoup dans l'infanterie.
Vous voyez, nous descendons ici dans cette atmosphère avec cette très belle journée d'automne, ces senteurs que vous avez au pied des épicéas. Voilà ici les paysages de la forestation. C'est cette forêt. Forêt. Ça veut dire que ce sont les mêmes essences qui sont là. Ces épicéas, vous voyez, ils ont 90 ans. Ils ont été plantés en 1928. Si vous prenez celui qui est derrière vous, il est très symbolique. Vous avez le système des racines qui enserre les restes du village. Il a cru, voyez, il est extraordinaire celui-ci. Il est d'une grande beauté et d'une grande symbolique. Il a poussé, il a 90 ans, il a poussé très droit. C'est l'œuvre des forestiers sur un espace, sur un territoire qui a été volontairement et décidé comme ne retournant pas à l'agriculture et que les forestiers ont boisé. Et donc ce village qui a été préservé, enfin dont les traces ont été préservées et mises en valeur aujourd'hui, c'est un peu grâce à la forêt. Et nous avons donc là ces témoignages. Un autre point, puis je passerai la parole à Monsieur le maire, un autre point important, c'est si vous regardez, Monsieur le Président, ces épicéas-là qui sont en pleine vigueur, qui sont en pleine force, et si vous regardez ceux-là qui sont ici, vous voyez, ceux de gauche, qui ont le même âge, qui sont morts. Ils sont morts, mais pas depuis longtemps. Ils sont atteints par les crises de la sécheresse, auxquelles s'ajoutent des perturbations liées à des développements, les scolites, des développements d'insectes. On est là, devant une marque très visible dans cette forêt, des crises climatiques, de l'instabilité climatique, sans parler du changement, mais de l'instabilité climatique qui s'installe. Et quand vous regardez ceci, et il faut s'en pénétrer, celui-ci et celui-là, nous sommes devant des épicéas nés sur un champ de bataille et d'autres qui préfigurent un autre champ de bataille, mais qui est d'ampleur mondiale, qui est autre chose, à une autre échelle, qui est celui du changement climatique, sur lequel les pays sont amenés aujourd'hui, les pays du monde, la nation mondiale, les sociétés. Voilà, ça c'est un message que veut transmettre aussi ce paysage. Et je terminerai cette phrase en disant qu'un autre écrivain est impliqué, au moins symboliquement, c'est Giono. Giono qui a écrit un petit livre qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Et Giono a donné son nom ici depuis 2 ans à un projet international de recherche sur les changements climatiques, d'introduction de nouvelles espèces. Et nous sommes là, en France, ici, à Verdun, dans la forêt de Verdun, dans un point, sur un spot d'un réseau international de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les changements climatiques. Maurice Genevoix va rejoindre Bougainville au Panthéon. Et Bougainville est un de ces découvreurs au XIXe siècle de la planète végétale. Les histoires se bouclent et se rejoignent. Mais je pense que c'est ici un élément essentiel d'une réflexion qui est à mener et sur lequel on peut construire cette réflexion sur les histoires mêlées de l'homme et de la nature. À travers cette forêt, en fait c'était un village, puisqu'on commence à voir apparaître les rues. Nous sommes sur la rue principale du village. Nous sommes ici sur la rue Saint-Nicolas, la grande rue principale, puisque le village était un village-rue, essentiellement agricole. Et avec nous sommes sur la rue principale du village, effectivement, rue Saint-Nicolas. Et là, ici, vous commencez à apercevoir, quand il y a des bornes, il y a des maisons. Mon prédécesseur a souhaité remettre en valeur toute cette symbolique d'un village existant, vivant, pour les enfants et les autres générations, de façon à leur montrer non pas le nom des gens qui n'auraient pas été très intéressants, mais leur montrer les métiers, surtout les métiers anciens. Il y a un certain nombre de métiers qui ont disparu. Vous me parlez du ferblantier, de l'étameur, du fondeur, un peu de maréchal ferrant, mais voilà. Et quand vous parlez aux enfants, ça c'est les marques, parce qu'ils ont en tête qu'effectivement, ici, il y avait une vie qui s'effectuait dans ce village. Et si on est un peu plus au calme maintenant, quand moi je descends par exemple, j'entends l'eau qui coule, j'entends les enfants à l'école, voilà, ça c'est parce que à force d'habitude, et vous verrez tout à l'heure comment les
les élèves vont vous raconter un peu l'idée du village, comment on peut s'approprier cette vie et la retransmettre maintenant. Il faut qu'on soit ces passeurs de mémoire et d'histoire pour les futures générations. Donc on va s'arrêter un moment au lavoir principal, le plus grand lavoir du village. C'était un village qui avait 422 habitants avant-guerre et qui, jusqu'au début de la guerre... Oui, voilà, c'est une ferme à cet endroit-là. Il n'en reste rien. On n'est pas sur le principe, par exemple, de Radour. On est sur un principe où le tonnage d'obus qui est tombé sur ce village équivaut à l'heure actuelle à peu près 5 fois Hiroshima, simplement sur le village. Quand on parle la nuit de préparation du 10 au 11 juillet 1916, lorsque les Allemands attaquent pour la dernière fois, c'est la bataille de la dernière chance pour eux de prendre Verdun, le temps de préparation, c'est 90 000 tonnes d'obus qui tombent sur le village, simplement les obus allemands. Sachant que les Allemands ayant pénétré après dans le village, les Français contrebattent aussi. Donc le tonnage qui tombe sur ce village fait que voilà, les maisons disparaissent d'un seul coup dans un énorme maelstrom où les soldats racontent que nous sommes dans un... C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer par les poutres qui partent au ciel, qui partent en étincelles, les soldats qui arrivent avec les lance-flammes. Et il y a un soldat allemand qui dit, avant le Losso, qui dit par exemple, je vois les soldats français qui sortent du trou en face de moi, leur capote brûle, ils n'en s'en aperçoivent pas. Ils viennent de prendre un coup de lance-flamme et les gars continuent à aller à l'assaut. Voilà le village de Fleury et pourquoi il disparaît comme ça et pourquoi on ne trouve qu'à part quelques grosses pierres dans le lavoir, nous n'avons plus de traces des emplacements véritablement des maisons. Et vous allez voir, quand on regarde un petit peu, je vous montrerai, quand on a l'œil, on voit les briques, les tuiles qui apparaissent. Et puis, tout à l'heure on vous l'a dit, c'est un énorme cimetière. Sur le village même, on pense qu'il y reste encore au moins 10 000 soldats dans ce territoire, simplement le cœur du village. Et sur la forêt, on estime aujourd'hui entre 80 000 et 100 000, ce qui représente 8 restes humains, 8 corps par hectare. Autrement dit, un carré de 100 mètres sur 100 mètres. C'est une nécropole assez ouverte. Ouais. Il faut savoir qu'il est tombé ici et qu'on en découvre encore des corps de soldats. Au moindre travaux, on sort les obus, puisque dans le tonnage, il faut considérer qu'il y a un quart des obus qui n'ont pas explosé. Et ça, on va vous l'expliquer. Voilà, on est un conservateur d'un patrimoine très sensible. Michael et Loïc vont vous dire quelques mots justement de la notion de zone rouge. Alors, 120 000 hectares, c'est la superficie de la zone rouge qui recouvrait les 11 départements constituant le front de l'Ouest de la Première Guerre mondiale. La présence de milliers de cadavres et de millions de munitions non explosées ont transformé ces zones autrefois agricoles et déboisées depuis le haut Moyen-Âge en un paysage lunaire. Toute trace de végétation avait disparu. Le secteur de Verdun a été particulièrement touché par les combats. La ville et ses alentours auraient reçu près de 60 millions d'obus, dont 15 millions n'auraient pas explosé. On imagine l'état du terrain près d'un pilonnage si soutenu entre le mercure et les douilles présents dans les obus et des bactéries dues à la décomposition du corps humain et des animaux, les amasses de métal, le rejet des gaz. C'était en 1918 ne pouvait plus accueillir aucune quelconque activité humaine. La qualification de zone rouge à propos du champ de bataille de Verdun, en plus des raisons de sécurité, participe aussi à un devoir de mémoire. En 1918, il s'agit d'un véritable cimetière national, avant que les dépouilles déterrées ne rejoignent les cimetières classiques, puis la nécropole nationale de Douaumont. Une loi promulguée le 17 avril 1919 transfère ces terres à l'État qui décrète alors zone rouge. c'est incroyable. Jeanne et Marie, vous dites quelques mots sur la manière dont les jeunes Meusiens aujourd'hui vivent cette zone rouge? Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a 100 ans, c'était vraiment un lieu de destruction, de haine, de massacre. Mais aujourd'hui, paradoxalement, c'est un lieu où on prône le respect, où on prône le partage international, où on prône la paix. Et autant de valeurs qui sont véhiculées en partie par nous, population meusienne, parce qu'on est fortement attaché à notre patrimoine historique et parce que dans une optique de devoir de mémoire, on s'investit fortement sur ce site. Donc, en participant à l'entretien de la forêt de Douaumont, à l'ossuaire, au mémorial. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a de la famille, des amis de partout ailleurs en France, on les amène ici, c'est important pour nous. Nous, jeunes, on ne les craint plus, ces lieux. Ce sont des lieux qui nous sont quasiment quotidiens depuis qu'on est tout petit. On y a vécu des moments forts, notamment avec les célébrations qui ont été organisées dans le cadre du centenaire. Et je pense que petit à petit, on n'oublie pas, mais on évolue et notre rapport à l'autre change énormément. Alors, en respect à ce qu'il s'est passé ici, quelques règles régissent ces lieux. Donc, on n'a pas le droit d'allumer de feu, on n'a pas le droit de camper, on n'a pas le droit de mettre de la musique, il faut une tenue correcte. Ici, il y a une sorte de réserve, donc il y a des orchidées sauvages et des crapauds sauvages. Et avec le centenaire, les activités sportives et collectives se sont multipliées. Par exemple, le trail des tranchées qui fait revivre ces lieux. Oui. Et avec l'ONF, on peut faire des visites guidées de 3 km pour découvrir le patrimoine végétal ainsi que les stigmates de la Première Guerre mondiale. Et vous, avec l'école, le collège, le lycée, vous avez régulièrement visité ces lieux? Oui, exactement. Oui. Donc, ils font partie de votre enfance et de... Oui, il y a souvent des rassemblements. Oui. Sandra, Lisa, vous vous approchez pour évoquer un petit peu le village de Fleury avant 1914? Donc nous on se trouve juste devant l'ancien lavoir, donc juste là, qui a été détruit. Pour arriver jusqu'ici, donc on a emprunté la rue Saint-Nicolas. C'est celle qu'on vient de descendre? Voilà, oui. D'accord. Et donc Fleury, c'était un village typique meusien, parce qu'il a été construit autour d'un axe principal, donc la rue Saint-Nicolas. Et puis la veille de la destruction de Fleury, il y avait 422 habitants. Et donc nous, on vient du mémorial qui se trouve par ici. Et juste avant la destruction de Fleury, il y a une gare qui venait d'être inaugurée. Voilà. Et qui était au niveau du mémorial. Voilà, c'est ça. C'était la gare du village. Une petite gare qui faisait tous les villages des alentours. Alors, si on se situe sur cette photo, vu qu'on a le lavoir juste ici, ça donnerait une vue à peu près comme ça. Donc ça, c'est un abreuvoir où venaient boire les bêtes, donc c'est un village plutôt rural. Le lavoir était assez grand et derrière on peut apercevoir là où il y a actuellement le monument là-bas, l'ancienne mairie, donc juste ici. Et par ici on peut apercevoir légèrement le clocher de l'ancienne église qui se trouve aujourd'hui au niveau de la chapelle qui est plus bas dans le village. Et on peut aussi remarquer que le paysage avant était complètement rural. On voyait tous les villages alentours et les côtes de Meuse, alors qu'aujourd'hui c'est complètement recouvert par la forêt et on n'y voit rien. Irvine et Benjamin, vous avez aussi quelques photos à montrer que vous avez récupéré. Oui, c'est une carte postale. Oui. Pour partir. Et là, c'est juste avant. Elle est prise quand? 1913. Si on agrandit la photo ici, on a les élections juste avant. Ah oui, je vois. C'est le fait des élections et ainsi de suite avec le nom des candidats. Vous aurez, j'ai de quoi vous fournir, Monsieur le Président. Alors, Fleury est un village rural. Les 3/4 de la population sont des paysans agriculteurs. Là, ici, vous pouvez voir des usoirs, ce sont des larges trottoirs où les paysans stockaient du fumier, ici, là, du tas de bois. Mais ils faisaient aussi du bétail. Là, ici, vous pouvez voir une vache, des poules. Mais les paysans de Fleury ne faisaient pas que du bétail, ils faisaient aussi du grain et du bétail. Et ils faisaient, là-haut, vous pouvez voir ici, c'est le ravin des vignes, exposé plein sud pour un bon ensoleillement. Et plus rien après, comme on l'expliquait. Bah oui, après tout a été détruit. Fait que... Ouais. Ils n'ont pas pu faire leur champ. Alors, il faut savoir que le village de Fleury n'était pas exclusivement un village agricole, puisqu'il était aussi composé de quelques artisans, comme notamment un cordonnier, je ne sais pas si vous avez vu la stèle tout à l'heure, ou encore un maréchal ferrant. Il était aussi composé de 2 cafés, donc un situé celui-ci, et donc celui-là, le café-restaurant. Et celle-là, elle date de quand, cette photo? 1911. 1911, celle-là.
Ouais, les soldats qui sont, en fait, qui sont qui sont dans les forts aux alentours et qui viennent dans le village chercher du ravitaillement. Et puis, bien évidemment, le nerf de la guerre, mais il y a le vin qui... et qui continue, il modernise les forts, il travaille. Le fort de Douaumont n'est pas très loin, les forts de Souville, donc ils sont là. C'est un immense chantier dans les années 1910-1914, un immense chantier militaire de la construction autour de ça. Et le village se développe aussi autour de ça. On a des gens qui viennent d'autres départements. Mon arrière-grand-père est venu pour la construction des forts. C'était un terrassier avec son fils, donc mon grand-père. Ils viennent des Charentes et ils viennent travailler ici, sur les forts. Alors, mon arrière-grand-père repartira en 14 parce qu'il n'a pas d'attache particulière ici. Par contre, mon grand-père, et vous avez vu le monument à l'entrée, c'est le 5e régiment d'artillerie à pied qui a combattu dans tous les secteurs ici parce que c'était le régiment principal qui fournissait en fait les batteries à tous les forts. Et donc mon grand-père est resté pendant de son service militaire en 1910 jusqu'en 1919 sous les armes, alors que c'était un appelé, tout simplement. Et puis il a fait famille ici après, parce que voilà, il est resté là, il y avait une belle jeune fille dans le secteur. Et donc voilà, on est les descendants de ces gens-là qui sont venus pour travailler sur les forts. Lucas et Kevin, vous vous approchez pour dire un mot du sort du village pendant la guerre ? Le 21 février 1916, l'évacuation du village de Fleury est imminente. Les habitants ont été réveillés par des bombardements allemands. En juin, l'heure des données d'évacuer le village de Fleury, la cloche d'église sonne alors pour la dernière fois. Les habitants s'entassent dans des charrettes, emmenant avec eux leur bétail et leurs affaires. Ils vont vers Bras-sur-Meuse et Verdun, et en chemin, ils croisent les renforts qui vont vers Fleury devant Douaumont. Fleury devant Douaumont est complètement détruit à cause des bombardements français et allemands. En 1918, Fleury devant Douaumont est classé mort pour la France. Et il y a 2 témoignages de poilus. René Villard, 128e division d'infanterie. Fleury le 3 août 1916, ce n'est qu'un éclatement continuel d'obus de tout calibre. La terre entre Souville qui est à notre gauche et Thiaumont à notre droite semble laisser échapper des langues de feu et de fumée comme un volcan. La terre bout comme l'eau sur le feu. Lorsqu'il y a un instant d'accalmie, avec les jumelles, nous apercevons les pauvres fantassins dans les trous d'obus. Quelle souffrance, mon Dieu, les pauvres. De Fleury, il ne reste plus rien. Ce n'est qu'une tache blanche au milieu de toute cette terre jaunâtre et remuée sans dessus-dessous. Il y a aussi une lettre d'un soldat allemand, Karl Fritz, caporal de l'armée allemande, Fleury le 16 août 1916. On nous a amenés jusqu'à quelques kilomètres du front de Verdun. Vous ne pouvez pas avoir idée de ce qu'on a vu là-bas. Nous nous trouvions à la sortie de Fleury, devant le fort de Souville. Nous avons passé 3 jours couchés dans les trous d'obus, à voir la mort de près, à l'entendre à chaque instant. Et cela sans la moindre goutte d'eau à boire, et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur 2 morts. Dans les 2 paragraphes, on peut voir qu'il y a une souffrance commune de chaque camp. Très bien. Les corps se sont mêlés, ce qu'on retrouve dans le suaire. C'est pour ça que, cause des obus, il y en a qui les recouvrent, il y a les autres qui les refait surgir. Et c'est pour ça que dans les 2 cas, ils ont tous les 2 peur. Les 2 camps ont peur. Et jusqu'à la fin de la guerre, on ira ainsi. On va continuer à descendre, Monsieur le Président. On vous suit, Président. Mathilde et Alice, vous vous approchez ? Les enfants de faites m'interroger au fur et à mesure que je puisse le répondre. Vous, du coup, en rapport avec le village détruit, combien y a-t-il eu de villages détruits ? Pardon ? Combien y a-t-il eu de villages détruits ? Alors il y a 9 villages détruits ici sur cette zone rouge, dont 6 sont comme moi, c'est-à-dire nommés par les préfets, par la loi de 1919 sur la création des commissions municipales. Du coup, c'est les préfets qui nomment les maires. Voilà, c'est ça. Sur proposition du conseil départemental, ne pas oublier. Et en quoi consiste le travail de maire d'un village détruit ?
Alors j'ai un travail administratif classique. Les maires des communes appartiennent à la communauté d'agglo du Grand Verdun. Donc il y a un travail classique d'entretien, faire tondre par exemple, avoir le cœur du village propre pour bien montrer tout ce champ de bataille. Et puis la deuxième chose, c'est se rapprocher le plus des nouvelles technologies, pour moi par exemple, pour pouvoir faire comprendre à la nouvelle génération, avec les moyens qui sont les nôtres, tout ce qui s'est passé et faire revivre ce village au travers la réalité augmentée en particulier. Pourquoi avoir voulu occuper cette fonction de maire? Alors voilà, j'ai expliqué tout à l'heure qu'effectivement, moi j'étais descendant de quelqu'un qui est venu dans les années 1909 travailler sur le secteur. Et mon grand-père a toujours eu un point particulier, un intérêt particulier à ce village. C'était son village de cœur, d'autant plus qu'il avait disparu. Donc voilà pourquoi moi j'ai continué à faire perdurer la tradition au travers de la connaissance de l'histoire du village, et puis ma volonté de transmettre. Nous sommes des passeurs d'histoire et de mémoire. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on garde sur ce genre de patrimoine qui est en fait, lorsque vous arrivez ici, vous ne voyez rien. Eh bien, nous sommes là pour dire il y avait quelque chose. Dire qu'ici, par exemple, il y avait la mairie, ça c'est important. Et pourquoi les villages n'ont pas été reconstruits? Alors ce sont les tonnages d'obus non explosés déjà, d'autant plus que la terre n'était pas assez riche. Nous ne sommes pas dans la Marne, nous ne sommes pas dans la Brie, les terres sont quand même relativement pauvres, donc il n'y a pas d'intérêt, ça coûterait trop cher à faire dépolluer complètement le terrain. C'était un terme qu'on n'existait pas à ce moment-là, mais on l'emploie maintenant. Dépolluer le terrain de la ferraille, des obus et tout, mais aussi des soldats qui y sont. D'accord, merci. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire de 2 officiers fusillés pour l'exemple. Le monument a été souhaité en 2009 par Nicolas Sarkozy dans son discours de réhabilitation des fusillés pour l'exemple, justement. Mais ceux-là, c'est un cas particulier, ces 2 officiers. Ils ont quitté leur porte. Non, en 16, au moment de la bataille, au mois de mai, lors de l'attaque sur la tranchée des baïonnettes, justement, où le général de Gaulle va être blessé et fait prisonnier. En fait, ces 2 soldats, ces 2 officiers lâchent, on va dire comme ça, ils lâchent le terrain. Et ils descendent sur Verdun parce qu'ils n'ont plus d'ordre, parce qu'ils sont à bout, tout simplement. Et arrivés à Verdun, on leur dit qu'est-ce que vous faites là? Il faut remonter. Et les gars remontent, il n'y a aucun problème. Ils remontent, ils se sont reconstitués, j'allais dire. Le moment pendant lequel ils ont abandonné leur poste est passé, et ils remontent tranquillement pour aller au combat. Mais là, ils sont rattrapés par un ordre. Oui, on rattrape par un ordre du colonel commandant le régiment. Fusillez-moi ces deux. Voilà. Et c'est un des officiers, donc le lieutenant Herdouin, va commander son propre peloton, parce que personne dans le régiment ne veut les exécuter, mais il va le faire. Donc il a une lettre, il faut retrouver, il faut lire la lettre qu'il a écrite à son épouse. Elle est très douloureuse parce qu'il sait tout de suite ce qui va se passer. Et en fait, lui, il est décédé. C'est même pas pour lui qu'il s'inquiète, c'est pour sa famille, ses enfants. Parce que vis-à-vis, on parle de harcèlement à l'heure actuelle. Quand ces gens-là étaient dans leur famille, qu'on leur disait t'es le fils du fusillé parce que c'est un lâche, la vie était foutue. Et même après la réhabilitation, c'est difficile. Donc, on avait évoqué justement, il doit rester quelques fusillés pour l'exemple qui n'ont pas encore leur dossier de réhabilitation construit, tout simplement parce que c'est en cours, voilà, c'est en cours. Il y a des choses qui sont très longues, il y a des droits communs dedans, donc il faut bien faire la séparation entre les uns et les autres. Oui, voilà, mais il faut faire très attention à ça.
Alors vous voyez ici, par exemple, il y avait l'école. Alors c'était une école particulière, hein. C'était une classe unique. Cette classe unique séparée par une cloison. Et au bout de la cloison, l'estrade du maître. Et suivant qui se mettait d'un côté, il avait les filles, et de l'autre côté, il avait les garçons. On ne sait pas, surtout, il faut pas. Et les filles n'apprennent pas la même chose que les garçons, surtout pas. Ouais. Vous voyez que 100 ans, enfin, il n'y a que 100 ans. Il n'y a que 100 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais pas si longtemps que ça. Hein. Des villages lorrains tels qu'on peut en retrouver encore dans leur architecture, dans leur urbanisme vers le sud, là où vous étiez ce matin, les Éparges, ou vers le nord. Dès qu'on quitte la zone de guerre, on retrouve de ces permanences d'organisation des espaces ruraux. Et donc voilà, ce paysage apaisé aujourd'hui, c'est la convergence d'une gestion forestière postérieure à la guerre, d'une décision prise par les pouvoirs publics de boiser, de domanialiser, puis de boiser la forêt et d'en faire un écrin végétal tel qu'il est aujourd'hui. Et sa dimension patrimoniale est très forte et l'État, le ministère de l'Agriculture et l'Office national des forêts ont décidé de lui accorder un label qu'on appelle le label forêt d'exception et d'en faire aujourd'hui, avec 10 autres forêts actuellement labellisées, un témoignage très fort de relation entre la nature, l'homme et l'histoire. Et c'est évidemment là un des lieux majeurs de la compréhension de cette guerre. À partir de là, si vous voulez, on a depuis longtemps, sur Fleury et ses alentours, Douaumont en particulier, parlé de réconciliation et d'amitié franco-allemande. Bien évidemment, ça ne se fait pas sans Robert Schuman, mais aussi par des actions un petit peu particulières, comme la plantation de 3 arbres qui sont liberté, égalité, fraternité, par des élèves de l'époque, par la présence d'une colombe de la paix constituée de pierres venant de toutes les villes martyrs entre Brest et Moscou. Donc vous avez des camps de concentration, vous avez des grandes batailles, vous avez Austerlitz, vous avez des choses comme ça. Et puis c'est un lieu de paix. Voilà. C'est un lieu où on célèbre la paix et où on parle d'Europe. Quand on parle ici, on parle de la rue, enfin de la grande rue qui est au Stu et qui s'appelle l'avenue du corps européen. La chapelle que nous allons voir tout à l'heure est maintenant dédiée à Notre-Dame de l'Europe. Elle a été inaugurée par Otto de Habsbourg, qui était le fils du dernier empereur d'Autriche. Tout ça sont des symboles de cette volonté que nous avons ici, en tout cas à Fleury, et que j'ai depuis pas mal de temps, d'avoir une relation très proche avec nos amis allemands, de l'autre côté, pour la mémoire partagée. Par exemple, Hohenlinden, ils ont mis une plaque à la mémoire d'un soldat, un combattant allemand disparu sur le champ de bataille devant Fleury, et qui est la première plaque inaugurée à l'ossuaire de Douaumont, mais aussi ici, puisque ce sont des Bavarois qui sont venus combattre en juillet 1916, ici. Et donc, on a un rapprochement qui est particulier quand on ouvre le sol, comme ça s'est passé devant la colombe de la paix, ce qui est paradoxal. Mais on a découvert un soldat bavarois, 99 ans après. Voilà, c'est tout très symbolique, mais c'est cette volonté qu'on a. Et il nous accompagne tous les ans. On a des Allemands qui viennent avec nous commémorer ensemble cet espace d'Europe, mais sur le terrain. Et c'est l'Europe qui a été... Tout à fait. Ce que décrivait Edmogène, c'était exactement ça. Tom et Lucas vont vous dire quelques mots sur... Ouais. Juste derrière vous, Monsieur le Président, au niveau de la statue, nous avons retrouvé en 2013 26 corps de poilus qui étaient décédés en 1916. Alors suite à cela, les gendarmes ont essayé de retrouver leurs origines. Parmi eux, 7 d'entre eux ont été ensuite identifiés grâce au travail du docteur Frémont, que voici. Voilà. C'est quand ça? C'est en 2013. 2013.
Ce sont des promeneurs allemands, enfin des touristes allemands. Des touristes allemands qui ont retrouvé des ossements et qui ont donné l'alerte. Voilà. En plus de cela, on a retrouvé notre... Oui, parce qu'il y avait eu quelques travaux. Donc je continue pour vous. Il y a eu quelques travaux. De ces travaux, puisqu'il avait pas mal plu, lorsqu'on a remis en place certaines piles de l'endroit où était la maison et l'abri, en fait, c'était un abri pour les soldats. C'était aussi une chambre de tri. C'est-à-dire qu'en fait, les soldats qui sont en phase terminale ou qui sont morts, on les met à part sur le poste de secours. Et lorsque l'obus est tombé dessus, il a enseveli l'ensemble de ces soldats. Donc la procédure ici, pour nous, c'est bien sûr gendarmerie, premier, procureur de la République, qui sait s'il doit ou non maintenir ouverte l'enquête. Et à partir du moment où c'est découvert que ce sont des soldats, lui clôt l'affaire, mais le médecin légiste vient en renfort de façon à sortir les corps bien comme il faut, faire en sorte qu'on puisse retrouver éventuellement une plaque. Et c'est ce qui s'est passé. On a retrouvé 7 plaques. Et de ces 7 plaques, 4 familles ont été identifiées et sont venues voir le grand-père quand même. Il servait dans quel régiment? Alors, c'est des régiments du sud, sud-ouest. Il y avait Bayonne, oui. Mais il y en avait un peu de partout. Hein, mais surtout, enfin, ceux qu'on a découverts, la Normandie, Leboeuf, soldat Leboeuf en particulier, le soldat Perlong de Briscousse. Voilà, c'est... Mais c'est surtout la symbolique de la famille qui retrouve le corps du soldat 100 ans après. On a même aussi retrouvé des objets, notamment des crayons, un carnet intact, un livret militaire, aussi des montres qui marquaient 11h07 et 11h14. Au moment de l'impact. Voilà. On connaît l'heure de l'impact par l'arrêt de la montre. Très bien. Emma et Vincent, c'est peut-être le moment d'évoquer le rôle et le symbole de Verdun dans la réconciliation franco-allemande. Approchez-vous. Alors tout d'abord, la réconciliation commence par la rencontre entre le chancelier Adenauer et le président de Gaulle en 1952. La rencontre s'est passée à Reims. Elle n'a pas pu se déplacer ici parce que le lieu il était encore rempli trop d'histoire. Et puis ça restait un sujet quand même assez sensible. Ensuite, il y a eu le traité de l'Élysée en 1963 qui a permis justement la réconciliation. Et il y a eu aussi un autre événement, c'est la rencontre entre le chancelier Kohl et le président Mitterrand qui se sont déplacés sur Verdun dans le secteur et ils ont eu le geste symbolique de se serrer la main qui a beaucoup marqué les esprits. Voilà. Et également, une image. Oui, voilà. Et également, il y a 2 ans de ça maintenant, le 29 mai 2016, votre prédécesseur, du coup, François Hollande, est venu avec la chancelière Angela Merkel pour également une cérémonie. Du coup, ça s'est déroulé notamment sur Beaumont, au niveau de la nécropole. Et il y a eu notamment un défilé de jeunes Français et de jeunes Allemands qui ont été au niveau de tous les tombeaux pour faire une chorégraphie qui avait été créée par un chorégraphe allemand. Et tout ce qu'on a cité, ça donne lieu à la reconstruction bretonne. Et vous l'avez vu ce moment? Moi, on nous a proposé d'y aller. Beaucoup de gardins ont été. Ouais. Moi, j'ai pas pu, du coup, j'ai regardé ça à la télé. Mais vous l'avez vu, vous en souvenez? Voilà. C'est quelque chose qui nous a marqué également. Et vous avez beaucoup d'échanges avec des classes allemandes? On a des villes, à Verdun, Thierville, on a des villes qui sont jumelées en Allemagne. Le lycée Marguerite est jumelé aussi avec un établissement de Karlsruhe. Il y a tous les ans un échange, un appariement avec le lycée de Karlsruhe. Et le lycée est en ce moment partie prenante aussi d'un projet Erasmus qui implique à la fois un établissement en Pologne, en Espagne et en Allemagne. On est en ce moment en partenariat avec Dresde, avec quelques-uns des élèves. Je ne sais plus s'il y en a qui sont là aujourd'hui, mais j'étais à Dresde avec quelques élèves au printemps dernier. Louison et Théophile, on conclut cette visite
par un mot sur la dimension européenne du symbole de Verdun? Alors nous, on vous invite à regarder cette chapelle qui a été construite en 1934 sous l'impulsion des anciens habitants du village et à l'emplacement de l'ancienne église. Elle fut dédiée à Saint-Nicolas et elle a été réalisée entièrement par des artisans de Verdun et de sa région. Et la ferronnerie de la porte représente un arbre de vie qui englobe la croix de guerre qui a été décernée au village après la guerre. En 1979, elle fut dédiée à Notre-Dame de l'Europe et une statue de la Vierge recouverte d'un drapeau européen a été posée sur la façade en signe de paix et de réconciliation. On peut également faire le lien avec la route qui est située en amont du village, qui s'appelle Avenue du Corps Européen, qui met en lien la longue entente de paix qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne, donc qui met en lien entre Verdun et l'Europe, car depuis qu'il y a l'Europe, il n'y a plus la guerre entre les deux pays. Exactement. C'est sur ces conflits que ça s'est bâti. On va faire répéter l'histoire. Qu'est-ce que c'était avant? Avant la guerre. Nous sommes à l'emplacement de l'église. C'était l'église. Oui. Nous sommes à l'emplacement de l'ancienne église, en fait. Alors, pour la voir, il faudrait entrer dans la chapelle, parce que je n'ai pas de... Voilà, les seuls moments où on voit l'église sur les monuments, voilà, ici, avec le cimetière ancien qui était autour. Mais donc c'est l'emplacement, le chœur était à cet endroit-là, et il n'en reste absolument rien. Absolument rien. Les quelques vestiges qu'on a sont à l'heure actuelle soit au mémorial, il y a encore le coq de l'église, il y a encore quelques petits vestiges, et puis à l'ossuaire, dans la chapelle de l'ossuaire, des morceaux de la cloche, enfin des choses comme ça, qui ont été ramassés très rapidement derrière, puisqu'après, il ne reste plus rien. Hein. Vraiment, il faut se représenter un terrain complètement lunaire, et avec de la terre, c'est de la glaise qui est remontée en surface, et plus rien, absolument rien. Et chaque site du village détruit est ainsi à l'emplacement de l'église, marqué par une chapelle, le nom officiel est chapelle abri, puisqu'on se situe dans les applications de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc le titre officiel est chapelle abri. Elles sont maintenant connues sous le nom de chapelle et elles abritent les mémoires. Monsieur le maire a la clé. Elles abritent les mémoires du village et elles sont chacune le témoignage le plus vivant, avec parfois autour des tombes d'anciens habitants d'avant 14, une sorte d'enclos autour de la chapelle, comme il y avait autour des villages. Où j'ai une clé. J'ai la clé de la chapelle. C'est beau de voir ça ici dans ce paysage. Monsieur le Président, je propose qu'on termine cette visite en écoutant le discours que Clémenceau a prononcé à Verdun en 1919. Très bien. Un an après l'armistice, c'est Théophile qui va en faire la lecture. Je ne dissimulerai pas mon émotion en élevant la voix au cœur de Verdun, glorieuse entre toutes les villes de France qui ont soutenu le choc de l'ennemi. Verdun a reçu la croix de la Légion d'honneur et elle est sensible à cet hommage. Mais vous êtes surtout avide de réalisation. Vous m'avez dit, vous avez fait la guerre, faites la paix. Eh bien, messieurs, croyez-moi, il est plus facile de faire la guerre que la paix. S'il n'y avait que Verdun à faire renaître, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a 10 départements, les plus beaux, les plus riches, les plus aimés, qui ont souffert comme vous. Souvenez-vous du chemin parcouru depuis un an, depuis le 14 juillet 1918, où, sur nos avenues triomphales à jamais illustrées par le retour de nos troupes, nous faisions défiler nos soldats. Dans les semaines qui ont suivi, le sort de la France et du monde a été décidé. Pour refaire la France comme nous voulons, ces souvenirs nous aideront. Maintenant, il faut vivre. Notre administration napoléonienne, avec les excès de sa centralisation, était organisée pour le temps de paix. Mais elle n'était pas préparée pour ce travail de reconstruction universelle. Comptez sur notre énergie, comme nous comptons sur votre patience. Aidez-nous, vous-même aussi. Ne marchandez pas vos efforts. Les soldats de Douaumont que j'ai vus impassibles sous la neige et sous la mitraille ne comptaient pas, eux, les obus qui les criblaient. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Monsieur le Président.
crois que si on veut être un petit peu dans les temps, mais c'est vous le maître du temps, donc on fait à votre disposition. Vous avez un merci beaucoup. Alors effectivement, c'est magnifique et émouvant. Oui. Moi qui suis quand même en permanence, je ressens toujours un peu de... C'est vrai, on sent une présence, une... Ah oui, il y a quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure, au-delà de l'émotion de vous recevoir, il y avait l'hommage que vous rendez à mon village, mais vous le rendez à tous les villages. Mais je voulais, dans cette itinérance, rendre hommage aux villages disparus. Oui. Oui. Parce que beaucoup de nos concitoyens l'ont oublié, mais ça fait partie de ces plis de notre histoire. Et ce sont des vies, des familles, c'est l'épaisseur qu'il y a derrière ce conflit, et c'est la pire des atrocités, parce que ce sont des mémoires familiales, des mémoires de communes comme ça qui sont ensevelies. C'est pour ça que c'est important de les faire revivre et que la jeunesse porte à la fois cette vie d'avant et les enseignements de ce qui s'est passé. Très bien. Vous avez très bien dit. Très bien dit. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Donc je vous le remets, mais oui. Voilà, vous pouvez y voir. Ce sera un prétexte pour me souvenir. Voilà, tout à fait. Voilà, le village tel qu'il était. Et les cartes postales que vous m'avez montrées. Voilà, et mes arrière-grands-parents. Vous partez avec eux. Merci à vous. Je vous remets également ceci. Oui. Vous êtes au courant. Oui, tout à fait. On essaye de faire classer ces sites, et en particulier aussi la chapelle de Fleury. Oui. Même toutes les chapelles qui sont dans le secteur. Très bien. Pour qu'ils soient déjà inscrits aux monuments historiques, avant que de déterminer leur sortie. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Hein. Merci. Continuez à faire vivre tout cela à votre manière, mais vous le portez. Merci et merci à vous, professeur, d'avoir organisé tout cela. Et puis, et puis avec mes 3 autres collègues aussi qui ont participé. Oui, que j'ai salué tout à l'heure. Remerciez-les. Merci, professeur. Merci. Et nous aurons l'occasion de nous revoir vendredi. Parfait. À Péronne. Merci à vous. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci à vous. Mais merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Très très grand merci. Vous m'apercevrez le 11 novembre, je vais à Paris. Donc je viendrai vous voir. Vous ne me verrez pas obligatoirement, mais je serai là. J'y penserai. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame, avec plaisir. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, je reviens. De couper. Ouais. De l'image.